Samuel. Salut Fred. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir d'être avec toi dans ce lieu un peu particulier parce qu'on le verra, on est dans un chantier, mais pas dans n'importe quel endroit. On est au siège de la Fédération du bâtiment du Rhône qui est un peu en rénovation, le siège historique. Et ça tombe bien parce qu'on va parler avec toi de cet écosystème du bâtiment, de l'apprentissage, des compétences, de la marque employeur, de plein de sujets. Parce que tu es dans cette activité-là, tu es dans cet univers. Et la première chose peut-être, c'est de présenter ton entreprise qui s'appelle Sabeco. Qu'est-ce que c'est Sabeco? Merci, je suis aussi ravi d'être avec toi aujourd'hui dans ce lieu, sur ce beau chantier. Donc Sabeco, c'est une entreprise de plomberie, chauffage, climatisation. Donc on est à peu près 130 personnes aujourd'hui, réparties sur 2 sites, Lyon et du côté de Roanne. Et on intervient chez le client particulier, le professionnel et sur les marchés publics pour tout type d'intervention, donc sanitaire, chauffage, climatisation. On remplace des chauffe-eau, des chaudières, on installe des clims, on répare des fuites. Et donc notre personnel est principalement constitué de techniciens et d'apprentis. On parlera d'ailleurs beaucoup évidemment d'apprentissage parce que c'est un de nos sujets. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi d'où vient l'idée de la création. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que tu ne viens pas du tout de l'univers de la plomberie en vrai. Alors non, pas du tout. Moi, j'ai commencé ma carrière en banque à l'étranger. J'ai fait aussi quelques années en Turquie où je faisais du financement de projets municipaux, des infrastructures. Et puis, à un moment, j'ai eu le déclic. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour les grandes organisations, pas fait pour la vie de bureau. Et il se trouve que j'avais un frère qui était plombier. Je lui ai passé un coup de fil, j'habitais encore en Turquie à l'époque, et je lui ai dit écoute Benjamin, moi je vais rentrer en France et puis j'ai envie de travailler dans quelque chose de concret, de terre à terre, et surtout où je vois l'utilité de mon travail. Le résultat, parce que tu étais dans la finance, dans la banque, chez Lehman Brothers à Londres. Comment est-ce qu'on passe de ça à un tout autre univers? Est-ce que tu étais déjà dans un peu comme une quête de sens? Alors, tu n'as pas 40 ans encore, mais c'était un début de la crise de la quarantaine. Tu ne te retrouvais pas dans ce que tu faisais au quotidien? Oui, tout à fait. Il y avait une quête de sens parce que quand on passe autant de temps au travail, on a envie que ça serve à quelque chose, hein, pas seulement, que ce soit pas seulement alimentaire. Donc il y avait ce besoin-là. Et puis il y avait aussi, j'étais dans des grandes organisations et j'ai été confronté un petit peu à la politique, à toutes les inerties qui peut y avoir dans ces entreprises-là. Et moi, je suis quelqu'un de fonceur, de très concret, de très simple. Et c'est là que je me suis dit que peut-être que j'étais plutôt fait pour entreprendre. Et quand j'ai fait ce constat-là, après, j'ai regardé un peu dans quel métier je pouvais entreprendre. Et c'est là que j'ai pensé à mon frère Benjamin, qui lui était… C'était aussi l'envie peut-être de travailler un peu en famille ou pas trop ou vraiment le truc très concret? Oui, ça m'attirait aussi. Et puis c'est surtout de sentir qu'on avait une grande complémentarité en fait avec Benjamin. Parce que lui, il a fait 2 CAP, 2 BP. C'est vraiment quelqu'un du terrain. Moi, j'étais pas du tout manuel à la base. Donc j'ai trouvé qu'on se complétait bien et qu'il y avait un truc à faire sur un métier, la plomberie, qui avait besoin d'être renouvelé. Et comment est-ce qu'on en vient à créer, parce que je ne sais pas si on se rend bien compte, mais 130 collaborateurs, c'est déjà de la bonne petite PME. Toutes les entreprises de plomberie ne font pas cette taille. Comment on grossit autant? C'est quoi le projet d'entreprise? Parce qu'au début, vous n'étiez pas si nombreux que ça. Comment ça se fait que ça a grandi? Quelle était l'idée derrière un peu de la boîte et de la vision que tu avais de ce que c'était que cette entreprise? Alors déjà au début, on était 2, puisqu'on est vraiment parti de zéro. Et effectivement, c'est allé vite. Alors, c'était pas du tout prévu. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça explose dans tous les sens. J'ai un peu l'impression qu'on a suivi la croissance, qu'on a essayé de s'adapter à la demande entrante. Et du coup, plus on satisfaisait nos clients, plus notre nom se répandait et on avait de la demande. Et on a essayé de s'organiser pour répondre à de plus en plus de demandes à chaque fois. Très concrètement, on s'est vite rendu compte qu'on était sur un marché de l'emploi qui était pénurique, où c'était pas évident de recruter des plombiers, des bons techniciens. Oui, parce que c'est un des paradoxes, un petit peu ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup des métiers manuels, tout le monde a besoin d'un plombier, et en même temps c'est très difficile d'en trouver un, mais ça s'explique quoi? Parce que ce sont des métiers pas assez valorisés, ou parce que les gens ne veulent plus travailler, ou parce qu'ils ne sont pas bien formés? C'est quoi ce que tu as pu constater toi concrètement? Il y a beaucoup de facteurs, dont ceux que tu as cités.
Mais le principal, c'est que pendant longtemps, malheureusement, les métiers manuels et du bâtiment, c'était un petit peu une voie de garage. Quand on n'était pas bon à l'école, on nous envoyait dans ces filières-là. Quand on était bon à l'école, il fallait absolument qu'on aille à la fac, par exemple. Alors qu'il y a des élèves, il y a des gens qui ont une intelligence de la main, qui sont très bons là-dedans et qui s'épanouiront là-dedans toute leur vie, qui se sont retrouvés très frustrés à être dans des métiers de bureau qui ne leur correspondaient pas. Parenthèse refermée. Donc on s'est retrouvé avec une population de jeunes qui sortaient d'apprentissage, qui n'étaient pas faits pour ces métiers-là, qui n'étaient pas passionnés. Et c'est un métier de passionné. Oui, c'est pas un métier qu'on exerce. Tu te retrouves avec des jeunes qui avaient été formés, mais un peu par défaut ou par dépit. Exactement. Et qui du coup n'étaient pas impliqués et engagés dans leur travail. Et comment est-ce que tu as essayé de pallier à ça? Alors vers quoi tu t'es tourné? C'était quoi le constat pour un moment de se dire comment je peux motiver les jeunes? Je vais trouver quoi? Des jeunes passionnés ou je vais les attirer vers ces voies-là? Comment est-ce que tu as fait cette démarche en fait? Eh bien, déjà, dès le départ, on a recruté, à chaque fois qu'on recrutait un technicien, on recrutait un apprenti dans la foulée pour former des équipes de 2 personnes. Quand on recrutait des apprentis, on les recrutait avec un projet. C'est-à-dire qu'on leur disait, voilà, on va t'apprendre le métier. Le but, c'est de t'embaucher après, c'est de permettre de t'intégrer dans la société, dans la vie professionnelle, d'être un homme ou d'être une femme. On s'est rendu compte que si on leur donne à ces jeunes-là de l'attention et qu'on a une vraie méthode pour les accompagner, en fait, ils ne sont pas là pour perdre leur temps et pour se prendre des claques toute la journée. En fait, ils sont là pour apprendre quelque chose, ils ont envie, mais il faut aussi avoir du répondant pour les accompagner. Et d'où te vient a priori, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très répandu, cette démarche un petit peu attentive, humaniste. Alors aujourd'hui, on va parler tout à l'heure un peu des enjeux de la marque employeur et justement de la nécessité à la fois d'attirer et fidéliser les talents, mais pendant très longtemps, on avait des patrons qui étaient peut-être dans des démarches différentes. Toi, tu as une approche peut-être un peu autre, plus humaniste. Est-ce que, je ne sais pas, je sais que tu as croisé notamment pas mal le centre des jeunes dirigeants, où est-ce qu'on a des approches un peu plus comme ça. C'est aussi de là que te vient cette manière de considérer différemment, pour le coup, les ressources humaines que sont les personnels avec lesquels tu travailles? Alors forcément, oui. Si j'ai quitté le monde de l'entreprise pour me mettre à mon compte, c'était justement pour me comporter en tant qu'employeur comme j'aurais aimé qu'on me traite en tant que salarié. Donc il y a ce facteur-là. Effectivement, j'ai travaillé sur moi-même avec le CJD, avec l'APM, avec tout un tas d'organisations qui permettent aux dirigeants de se remettre en question, de se former, de se cultiver et d'échanger avec des pairs. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Mais à la base, je suis chef d'entreprise, je paye des charges, je paye tout un tas de frais. Ça n'empêche pas l'efficacité ou le fait de faire tourner l'entreprise. Exactement. Tu vois, mais c'est là que je veux en venir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les 2 dimensions. En tant que chef d'entreprise, ça aurait été une mauvaise décision de gestion de faire des choses entre guillemets juste pour être sympa avec les jeunes, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un problème de ressources, donc il faut que je trouve des solutions et j'ai considéré que cette approche était la meilleure. Donc là, c'est le côté très pragmatique du chef d'entreprise. Et effectivement, de l'autre, moi-même, je suis arrivé dans le métier de nulle part. J'ai fait 1 an de CAP en apprentissage pour me reconvertir avant de créer Sabeco. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était possible. C'est vrai que quand on réussit à amener des jeunes à grandir, à prendre leur place dans la société, c'est quand même très valorisant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné la force de les accompagner à travers toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le quotidien. Oui, parce que ce sont souvent des jeunes que tu accompagnes, mais pas simplement. Et puis tu as une particularité ou quand même une approche qui est assez rare dans cet univers, c'est que tu t'es ouvert aussi à des publics, j'allais dire, un peu plus difficiles ou un peu plus marginaux, des migrants, des gens qui ne parlaient pas forcément français, des gens qui étaient un peu délaissés. Il y a une démarche vraiment très inclusive dans ton approche aussi du recrutement et de la fidélisation des talents. Tout à fait. Nous, on est descendants d'immigrés en France.
on est parfaitement intégré dans la société et pour nous, il n'y a pas de raison que d'autres ne le fassent pas. Donc ça, c'est un peu mon origine culturelle, on va dire. Mais dans le bâtiment et dans beaucoup d'autres secteurs, on est confronté à des populations qu'on peut considérer comme atypiques sur le marché de l'emploi. Et effectivement, aujourd'hui, les mineurs non isolés, les mineurs non accompagnés, les MNA, donc les jeunes migrants, c'est une population qui a pris énormément d'ampleur et qu'on retrouve de plus en plus dans les candidatures en apprentissage. Aujourd'hui, c'est pas loin de 2/3 de nos candidatures. Et puis après, c'est d'autres populations type jeunes des quartiers prioritaires de la ville, jeunes en reconversion professionnelle, qui, voilà, dans ce métier, arrivent avec des profils qui sont différents, qui ont énormément de choses à apporter, mais qu'il faut savoir accompagner en fonction de leurs spécificités. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les moyens de les accueillir, de les encadrer, une forme de patience, de pédagogie un petit peu différente, mais ce sont généralement des jeunes qui sont très engagés, très impliqués, très reconnaissants aussi de la chance qu'on leur donne. Moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue, oui. Déjà, notamment pour les jeunes mineurs non accompagnés, c'est des jeunes qui ont grandi souvent dans un village en Afrique, donc c'est des régions principalement chez nous, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, et c'est des gens qui viennent du monde rural et qui ont vraiment des valeurs de travail et d'implication, et qui arrivent en France avec ces valeurs-là, qui correspondent très bien à ce qu'on recherche dans le bâtiment. Après, ils ont peut-être des difficultés parfois dans la communication, par rapport à la langue, par rapport à comprendre la société dans laquelle ils sont arrivés, parce que parfois ils arrivent à l'âge de 15 ans ou de 16 ans sans savoir ce qu'est la France en fait. Donc ils découvrent la bureaucratie, ils découvrent le permis de conduire, ils découvrent les fiches de paye. Et là, effectivement, il y a une approche qui doit être un peu plus spécifique. Pas forcément pour tout faire à leur place, mais en tout cas pour comprendre quelles sont leurs problématiques et quels sont les leviers pour les faire avancer dans leur apprentissage. Pour les guider, les orienter, parce qu'effectivement, il y a quand même une papasserie, une administration qui n'est pas forcément simple. Alors, la plomberie, ça ne s'improvise pas, hein, sauf si on est très très bricoleur, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais on doit être formé. Et je sais que tu insistes beaucoup à la fois sur cette dimension de formation, mais aussi sur l'apprentissage. Ça fait plusieurs fois que tu nous en parles. Pourquoi est-ce que l'apprentissage est, selon toi, le meilleur moyen, de se former à ce type de métier? Alors déjà, c'est historique, parce que dans le bâtiment, le compagnonnage, ça existe depuis l'Antiquité. C'est un métier qui se transmet. On est dans la transmission intergénérationnelle. Les gens en fin de carrière, les ouvriers en fin de carrière, c'est des puits de savoir-faire, c'est des puits de connaissances, et il faut vraiment essayer de transmettre cette connaissance. Donc ça se fait très naturellement. Les formateurs, les techniciens qui forment nos apprentis, eux-mêmes ont été formés de cette manière-là, donc c'est une chaîne. Et puis après, c'est des métiers où on est beaucoup dans le ressenti physique. Il faut expérimenter le terrain, voir en vrai, quoi. Il faut toucher, il faut sentir la matière, il faut répéter, c'est des gestes qui se répètent pour les parfaire, et ça vient avec la pratique, d'où l'apprentissage. Il n'y a pas de secret. Alors, l'apprentissage, tu es très attaché, tu es tellement attaché qu'à un moment, justement, peut-être pour faire face à la demande, ou parce que tu ne trouvais pas forcément tout ce qui te convenait, tu as même eu l'idée de créer ton propre centre d'apprentissage. Tout à fait. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée? Parce que c'est quand même pas rien de monter un centre d'apprentissage. On a commencé à avoir un nombre d'apprentis assez important, et on s'est posé des vraies questions sur quelle était la meilleure manière de les former et de les amener à l'employabilité. Et on s'est rendu compte que dans la formation au métier technique, on parle quasiment seulement de savoir-faire, ce qui est indispensable, mais on s'est rendu compte que le savoir-être est tout aussi important que le savoir-faire pour exercer ce métier. Si vous accueillez un de nos plombiers chez vous qui ne dit pas bonjour, qui ne s'essuie pas les pieds avant de rentrer, qui salit votre tapis quand il est chez vous et qui ne vous explique pas le fonctionnement de l'installation qu'il a faite, vous allez être déçu de la prestation, même si c'est un champion du monde de soudure. Ouais, c'est ça. Ça va ensemble. Pour accéder à la qualité de l'expertise, il faut tout ce qu'il y a autour,
dans l'approche. Exactement, parce qu'on est dans la vie des gens. On rentre chez vous, on rentre dans votre bureau aussi, même. Voilà. Enfin bref. Donc c'est très important de ne pas voir que le savoir-faire. Il y a aussi le savoir-être, et on s'est rendu compte que il n'y avait pas vraiment de formation sur ces sujets-là pour nos apprentis. Et on a commencé à imaginer des parcours où on ne négligeait pas le savoir-faire et la technique, mais où on essayait de rajouter un peu une couche pour les accompagner sur ce qu'on appelle les soft skills, ou en tout cas sur cette dimension humaine. En s'y intéressant, de fil en aiguille, on en est arrivé à effectivement créer notre centre de formation en 2022, qui aujourd'hui prépare les jeunes au CAP monteur en installation sanitaire et au CAP monteur en installation thermique. Voilà, on a le référentiel éducation nationale, et en plus de ça, on essaye de rajouter un petit peu toutes nos petites formations maison. Donc c'est déjà une vraie réussite en soi. Tu parlais du savoir-être. Je crois que tu pousses assez loin cette logique, puisque pour tes apprentis que tu chouchoutes et que tu accompagnes vraiment, tu as même eu l'idée, il y a 2-3 ans déjà, de monter ou de leur donner des cours de théâtre, et que tu es allé jusqu'à monter des pièces faites par eux. Raconte-nous un peu à la fois cette idée et cette aventure incroyable. Ouais, c'est une très belle aventure qu'on a démarrée il y a 3 ans, où en fait je me rendais compte qu'il y avait parfois une réticence de certains clients quand ils voyaient que sonnaient à la porte des jeunes, parfois de couleur, et ça peut se comprendre parce qu'il y a des gens qui ont moins l'habitude. Et en fait, j'ai voulu leur donner des clés pour briser la glace avec le client, pour créer de la confiance. Il y a des méthodes très, très simples qui permettent de le faire. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en se posant ces questions-là, c'est un besoin qu'ils ressentaient eux-mêmes en fait. Et pas que au travail avec le client, mais dans la société, dans l'entreprise. Et donc là, on a vraiment essayé de mettre des moyens. Et on a pris contact avec une troupe de théâtre, donc des comédiennes professionnelles, qui sont venues donner des cours, des ateliers de théâtre une fois par semaine, chaque semaine, à nos apprentis, pour travailler leur élocution, leur posture, prendre conscience de l'image qui renvoie. Et c'est vrai qu'au début, tout le monde nous a pris un peu pour des fous. C'est pas évident. Et les jeunes eux-mêmes, ils nous ont dit, mais moi je suis pas là pour faire du théâtre, je suis là pour faire de la plomberie. Et puis petite anecdote, il y a, pour pas mal de ces jeunes, Molière, c'est une rue ou c'est un lycée, quoi. Ouais. Donc on partait vraiment de loin, ils n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre. Et en fait, ils se sont pris au jeu. Il y a eu des espèces de révélations. Donc un jour, par exemple, il y en a un qui nous a dit « mais en fait, je me rends compte que si moi j'étais le client face à moi-même en tant que technicien, je ne me ferais pas confiance. Je n'inspire pas confiance et je ne m'en rendais pas compte. » Ils ont fait des petits ateliers sur comment gérer une situation un peu de conflit avec le client sans forcément que ça dégénère. Et ils ont appris plein de petites choses et ça leur a fait énormément de bien. Ça s'est vu. Les techniciens qui les encadraient nous ont fait tout un exactement, nous ont fait toutes ces remontées. Et puis on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et que on allait monter une pièce de théâtre. Et donc en 2022, ils ont écrit une pièce de théâtre qui s'appelait D'où je viens. Et qui retraçait un peu l'histoire, le profil un peu de quatre apprentis de différents horizons. Et cette pièce, ils l'ont jouée au théâtre Le Toboggan à Dessines devant 400 personnes. Et là, ils nous ont fait rire pendant 1 heure et c'était très, très touchant, très, très fort. Et c'est vrai que ça a insufflé une dynamique. Ouais. Une énergie, une cohésion d'équipe, enfin c'est cette rencontre avec l'autre, ça doit être assez incroyable. Alors, tu ne t'arrêtes pas sur ces succès, ces réussites, et on va parler un peu d'une actualité de Sabeco et d'un nouveau projet qui te tient à cœur, parce que visiblement, il y en a un certain nombre. On va parler d'une association que tu viens de lancer, qui s'appelle Semeurs de Talent. Déjà, normalement, rien que le titre veut nous dire un certain nombre de choses, mais quelle est l'idée derrière cette association? Et on va parler d'un projet que porte cette association. Mais pourquoi tu as voulu peut-être rassembler un écosystème, peut-être partager avec un plus grand nombre tes initiatives, c'est ça? Tout à fait. Comme je disais, cette pièce de théâtre, elle a lancé quelque chose, une dynamique
qui a commencé en fait à nous dépasser parce qu'on est vraiment en train d'explorer des choses qui sont passionnantes et qui intéressent en fait toute la filière. C'est pas que du Sabeco, quoi, si tu veux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à venir nous voir pour essayer de comprendre un petit peu comment on faisait pour recruter, pour former, qu'est-ce que ça impliquait d'avoir un centre de formation en interne. Et on a décidé de porter tous ces sujets au travers d'une association reconnue d'utilité publique pour que en fait, tous ces projets fédèrent tout un tas d'acteurs, de partenaires, de confrères et qu'on mette en commun toutes les énergies et toutes les intelligences. Alors, cette association, elle est là pour fédérer, il y a quelques grands principes. Un des éléments, c'est aussi de continuer à valoriser à la fois l'apprentissage et évidemment les métiers manuels. Et du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une série de documentaires autour des métiers et de l'apprentissage et de la plomberie. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Encore une idée folle, exactement, ouais, oui. On se réveille un matin et on dit c'est ça qu'il faut faire, voilà. C'est quoi cette idée ? C'est pour aller davantage plus vers le grand public cette fois-ci et pas simplement les professionnels. C'est quoi l'envie derrière de cette ambition un peu dingue Eh bien, effectivement, l'envie, c'est de partager avec le plus grand nombre cette expérience qu'on est en train de vivre pour que tout un tas de personnes prennent conscience qu'il y a des solutions à la crise du recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les métiers, il y a des tensions, il y a des pénuries de compétences. Et il y a deux approches. Soit on continue de débaucher des collaborateurs chez les confrères. Ça n'en génère pas davantage. Ce qui ne règle pas le problème au niveau de la filière. Soit on internalise la formation dans l'entreprise. Et nous, c'est vraiment cette voie qu'on explore et sur laquelle on a envie de fédérer parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui jettent l'éponge, qui veulent plus d'apprentis, qui disent que les jeunes n'ont plus envie de travailler, que c'est trop dur à encadrer, qu'il y a trop de paperasse. Exactement. Et donc qui abandonnent. Et le problème, c'est qu'au niveau général, si tout le monde fait ça, les savoirs et les savoir-faire ne vont plus se transmettre. On risque de briser cette chaîne du compagnonnage dont j'ai parlé. Et il faut qu'on réagisse. Donc nous, on voulait apporter un témoignage pour montrer que ça peut fonctionner, mais qu'effectivement, on est au XXIe siècle, on a affaire à des profils qui sont différents, on est dans une époque qui n'est pas la même que celle dans laquelle ont grandi beaucoup de patrons aujourd'hui, et il faut s'y adapter, et voilà, on vient apporter ce témoignage. Vivre avec son époque, utiliser les moyens que sont la vidéo, parler aux jeunes différemment à travers les réseaux sociaux et en gros public d'une autre manière. Est-ce que quelque part, tu n'es pas en train de nous dire que c'est aussi peut-être un moyen de lutter ou d'aider ou d'accompagner cette question qui est un enjeu stratégique aujourd'hui pour les entreprises, qui est ce qu'on appelle la marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la plomberie peut-être se passe dans plein d'endroits. Comment est-ce qu'on fait pour attirer, pour redonner du sens au travail, pour mobiliser différemment en fait la jeune génération, mais pas seulement d'ailleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est aussi important de savoir attirer des clients que de savoir attirer des collaborateurs. Même parfois, on a moins de mal à attirer des clients que des collaborateurs. Donc, à un moment, ça se pose la question de quelle est mon attractivité, quelle est ma notoriété sur le marché de l'emploi. Et là, effectivement, ça passe par quel sens je peux trouver dans une entreprise en tant que collaborateur, comment je vais être accompagné, je vais être formé, comment je vais grandir dans cette entreprise. Et c'est là aussi que le fait d'intégrer la formation à l'intérieur de l'entreprise a du sens parce que ce n'est pas seulement de l'apprentissage, c'est aussi considérer qu'on est apprenti un peu toute notre vie et qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'apprendre de nouvelles compétences et que tout ça, ça passe par une approche un peu structurée de la formation pour accompagner les collaborateurs. Et là, on est complètement dans de la marque employeur. Et tout ça, c'est ce qu'on va raconter en fait à travers ce qu'on appelle un docu-fiction, mais tout à l'heure William Febvre, le réalisateur, en parlera avec nous, il nous racontera les tenants et aboutissants. En quelques mots, donc,
Qu'est-ce que tu attends de ce film qui est en construction? Parce que ça a déjà commencé, on a fédéré des énergies, il y a déjà des gens qui s'y sont mis, il y a une histoire qui est écrite. Enfin, il y a toute une équipe qui est en train de se constituer pour fabriquer cette grande série dont on va parler dans quelques instants. Qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu en espères? Et qu'est-ce que ça te procure déjà comme satisfaction? Alors, on a 3 grands objectifs avec cette série. Le premier, c'est de revaloriser les métiers manuels et du bâtiment. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, beaucoup considèrent encore que c'est une voie de garage, alors que ça n'est pas du tout. C'est des métiers où on travaille dans le beau, où on fait des belles salles de bain, où on fait voilà, des belles installations. En fait, il faut donner envie un peu de Exactement. redécouvrir. On travaille avec des matières nobles, avec le cuivre, il y a la flamme du chalumeau, donc il y a beaucoup de belles choses à montrer. Et en plus, on a un rôle sociétal, en particulier en tant que plombier chauffagiste, parce qu'on est des artisans de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va conseiller nos clients sur le meilleur moyen de chauffer et de rafraîchir, et on va leur permettre de faire des économies et de moins polluer. Bon, ça c'est une chose. Le deuxième objectif, c'est de montrer que l'apprentissage, ça fonctionne, que la formation, d'intégrer la formation dans l'entreprise, ça amène des résultats. Et donc, bon, là, il y a une grosse partie sur comment fonctionne le centre de formation et comment est-ce qu'on alterne entre la partie cours et la partie en entreprise. Donc, je pense qu'on insistera beaucoup sur cette partie-là dans la série. Et puis, troisièmement, le troisième objectif de la série, c'est d'ouvrir un petit peu les perspectives des dirigeants et des recruteurs pour qu'ils n'aient pas peur d'aller vers des profils considérés comme atypiques. Différents. Exactement. C'est doser un petit peu la différence, quoi. Ben, c'est se dire qu'aujourd'hui, j'ai une pyramide des âges, je veux recruter, je n'ai pas de candidat. Donc déjà, si je regarde que la moitié de ma pyramide des âges, bah, ce n'est pas suffisant. Donc j'ai une autre moitié qui s'appelle les femmes. Okay, donc il y a beaucoup de gens, notamment dans le bâtiment, qui disent mais les femmes elles ne peuvent pas travailler sur les chantiers parce qu'il faut porter des choses lourdes, et on se rend compte quand on les fait travailler qu'en fait ça marche super bien. Donc il faut que des entreprises qui le font viennent apporter ce témoignage pour que d'autres se rendent compte. Voilà. Donc déjà si on considère les femmes, on double sa population à l'intérieur de laquelle on peut recruter. Si on s'intéresse après aux migrants, bon, bah, c'est des gens qui sont aussi à l'extérieur, et ça rajoute aussi à l'extérieur de cette pyramide des âges de cette population, et ça rajoute aussi tout un tas de personnes. Et voilà, c'est juste que c'est des profils que les recruteurs ne connaissent pas, et qui parfois sont amalgamés en fait. Et le but, c'est de véhiculer une image positive, parce que nous, c'est ce qu'on vit chez Sabeco, et c'est ce que vivent plein d'entreprises dans le bâtiment. Donc de véhiculer une image positive de ces populations-là qui ont énormément de choses à apporter dans le bâtiment et dans d'autres secteurs. Ouais, c'est montrer autrement et montrer la réalité de ce qui se passe, quoi. Parce que souvent, on s'imagine des choses, mais concrètement, ça fonctionne bien. Alors, on n'a pas encore dit, cette série, elle s'appelle L'art de réapprendre. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bah parce que apprendre, c'est un art. À la fois apprendre en tant que je reçois de la connaissance, qu'en tant que j'apprends quelque chose à quelqu'un d'autre, donc je transmets de la connaissance. C'est un art parce que c'est une rencontre. On n'apprend pas la même chose à deux personnes. On n'apprend pas de la même manière à deux personnes différentes. C'est une rencontre. Et puis réapprendre parce que c'est un peu ce concept de dire que quand un collaborateur arrive dans une entreprise, surtout quand il est jeune et quand il arrive en apprentissage, eh ben, il y a tout un tas de trucs qu'il va découvrir, qu'il va redécouvrir, et où il va sortir de sa zone de confort, et il faut savoir désapprendre pour réapprendre. Donc on arrive tous avec un bagage dont parfois qu'il faut parfois un peu mettre de côté pour découvrir autre chose. Donc c'est un petit peu cette logique. Voilà. Puis il y a cette notion peut-être aussi un peu parfois de la reconversion, de gens qui ont appris un moment et qui peuvent peut-être aussi avoir envie de réapprendre, de se former de nouveau, etc. Complètement, parce qu'on est dans une époque où il y a énormément de reconversion professionnelle, et j'en suis personnellement un exemple. Et souvent, c'est des gens qui, quand on regarde toutes les compétences qu'on cherche chez un collaborateur,
La compétence technique, c'est une partie du spectre, mais après, voilà, comme on disait, il y a le savoir-être, il y a la capacité à communiquer avec le client, il y a la compréhension de comment fonctionne une entreprise, il y a la maîtrise de l'outil informatique, il y a l'organisation personnelle, il y a tout un tas de sujets. Quelqu'un qui va se reconvertir, qui a 30 ans et qui a déjà fait par exemple de la restauration ou de la boucherie, il va avoir tout un tas de compétences dans cette sphère-là. Il va juste lui manquer la technique. Et en fait, la technique, c'est pas très difficile à apprendre. Par contre, une personne qui a la technique mais qui n'a pas tout le reste, là, ça ne marche pas. Là, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus laborieux. Donc effectivement, nous, on est très, très favorable aux reconversions et on a très souvent d'excellentes expériences. Bon, écoute, tu nous en as vraiment bien parlé. Ça donne vraiment envie. Je crois que peut-être le meilleur moyen, c'est de découvrir ensemble un teaser qui a été fait pour justement raconter, donner envie, etc. Puis on en parlera peu de temps après, et juste après cet extrait avec William Febvre, qui a participé au scénario et qui est le réalisateur. On regarde ça ensemble? À tout de suite. Ça marche. Lui, c'est Stéphane. Après 20 ans de bons et loyaux services en tant qu'assureur, il a voulu changer de voie. Bricoleur, toujours l'envie de bien faire et toujours soucieux de favoriser l'humain dans son travail, c'est décidé, il sera plombier. Mais avant ça, c'est pas parce qu'il a un master et quelques compétences en bricolage qu'il peut se lancer comme ça. Pas le choix, il doit passer son CAP. Alors retour sur les bancs d'école et bienvenue dans le monde de l'apprentissage. Pendant toute son année scolaire, Stéphane va essayer de comprendre ce qui a changé, ou pas, depuis qu'il a passé son bac il y a déjà 20 ans. De Pôle emploi à la mission locale, en passant par les réseaux du BTP, il ira à la rencontre de toutes celles et ceux qui font aujourd'hui la réalité du métier et les joies de la formation. Tous les jours, il va désormais côtoyer Edem, Sekou, Amandine, Loïc, Orguest, Anis et toute sa classe de CAP. Il va devoir s'adapter, travailler et surtout changer son regard sur l'apprentissage. J'ai fait un master en art, j'ai fait un BTS en communication. J'ai commencé par un bac pro boucher charcutier traiteur. J'étais boulanger avant, lorsque je venais, j'ai passé une diplôme de CAP boulangerie. Avant ça, j'étais en boucherie, c'était pas trop mon délire. En fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de manuel. Moi, je suis quelqu'un qui aime bricoler. J'ai décidé de changer de métier, de me diriger plus vers un métier où on rencontre les gens, on reste dans le côté manuel. Il y avait que deux choses qui correspondaient, électricien et plombier. L'impact des métiers du bâtiment, c'est notre vie au quotidien. On ouvre un bâtiment, on ouvre une porte, c'est aujourd'hui d'une évidence et pourtant tout ça, ce sont les métiers du bâtiment. Finalement, on se lève pour amener quelque chose aux gens. Et je pense que c'est important dans la vie parce que pour rendre le monde meilleur, il faut donner un petit peu de soi et faire un boulot qui non seulement soit passionnant pour soi, mais qui fasse avancer le monde. Alors découvrons avec Stéphane l'art de réapprendre. Alors Samuel, on est de retour pour conclure cet entretien avec toi. On a vu le teaser, William nous en a parlé. Qu'est-ce que toi tu as envie de nous dire sur cette série? Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Qui tu as envie en fait, à qui tu as envie de parler avec cette docu-fiction, cette série? Alors cette série, elle est faite sur le terrain, elle parle de réel. On est dans le sincère, dans le vécu, dans le quotidien. Et ça, c'est super important. Donc on va vraiment suivre le quotidien de tous ces gens-là comme si on était dans leur poche. Et le but, c'est effectivement que ça parle déjà aux parents qui ont des enfants qui potentiellement veulent s'orienter dans le secteur du bâtiment pour leur montrer que c'est des beaux métiers. On vise aussi les dirigeants d'entreprises et les recruteurs pour qu'ils se rendent compte de tout le potentiel qu'il peut y avoir à former des jeunes dans l'entreprise. Et puis, on vise aussi un peu plus spécifiquement les entreprises du bâtiment pour leur montrer qu'il n'y a pas de fatalité, il y a des solutions à la crise de l'emploi qu'elles rencontrent et qu'il faut qu'on se mette un petit peu tous en réseau, en lien pour faire émerger cette nouvelle génération d'ouvriers du bâtiment.
Et puis bien sûr, les premiers intéressés sont les jeunes eux-mêmes, les jeunes qui hésitent parfois à se lancer dans une reconversion ou simplement dans un premier apprentissage. On est aussi là pour les encourager. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de leur donner des pistes, une idée ou un truc qui dit tiens, ça aussi, ça pourrait me botter. Tout à fait, il y a tout un tas de métiers. Alors la plomberie, c'est relativement connu, mais il y a tellement de métiers dans l'étanchéité, dans la menuiserie auxquels les gens ne pensent pas forcément. Et c'est vrai qu'un jeune aura tellement de possibilités dans le secteur du bâtiment que je suis sûr qu'il trouvera chaussure à son pied. Bon, on voit, tout ça, c'est effectivement à la fois très positif, très inspirant, ça donne envie. C'est déjà lancé, il y a toute une équipe qui est en place, ça avance bien, mais on a encore besoin d'énergie, de mobilisation, de partenaires, d'argent aussi. De quoi tu as besoin pour que ça aille encore plus loin que ce qu'on peut imaginer ? Effectivement, aujourd'hui, réaliser une série qui a vocation à passer à la télévision, c'est un projet qui coûte de l'argent. On a déjà rassemblé, on a déjà eu des soutiens financiers qui ont permis de lancer le projet. Voilà, il faut boucler le financement. Et surtout, à travers le financement, on cherche aussi à fédérer un petit peu tous les acteurs, tous les partenaires qui peuvent être, qui sont concernés, qui peuvent être intéressés par la démarche. Donc c'est plus que simplement encaisser un chèque, mais c'est vraiment voir avec qui on peut construire cette équipe de travail qui va parler de toute cette approche et la confronter au public. Mais effectivement, très concrètement, c'est une association, donc ça permet notamment de défiscaliser les dons. Donc on reçoit beaucoup de petits dons, mais qui servent à beaucoup de choses. Il y a des petites rivières, il y a les gros fleuves, mais tout ça participe à la réussite. Exactement. Chaque soutien est bon à prendre. Et puis après, on va aussi voir forcément des acteurs publics un peu plus importants pour là essayer de débloquer de plus grosses sommes. Sachant que quand il y en a un qui donne, ça donne aussi parfois l'envie à l'autre. Il y a des abondements, le CNC, enfin il y a plein de choses qui font que plus on donne maintenant, plus ça amorce la pompe pour la suite. Et puis on peut peut-être en parler parce que c'est un peu comme un rêve, mais c'est vrai que dans la perspective d'avenir, on est à Lyon, on se positionne aussi bien sûr au niveau national, mais on a à Lyon en 2024 les World Skills, les Jeux olympiques des métiers manuels. Peut-être qu'un de tes rêves, ce serait de présenter cette série à ce moment-là, non ? Tout à fait, c'est un de nos objectifs, tout à fait. L'an prochain, donc en 2024, Lyon accueillera la finale mondiale des World Skills, qui est effectivement la compétition des métiers du bâtiment, type Jeux Olympiques. C'est un grand événement et on souhaite effectivement en profiter pour faire parler de l'apprentissage et éventuellement pour diffuser la série à cette occasion. Eh bien, on le souhaite, on croise les doigts, on sera là, en tout cas on va suivre ça avec attention. C'était un plaisir d'être avec toi sur ce plateau, dans ce chantier. On était au cœur en fait, des problématiques du bâtiment. Bravo pour cette belle initiative et puis je te dis à très vite. Merci Fred, à bientôt. Salut. William, bonjour. On vient de voir le teaser, cette bande-annonce un petit peu qui nous donne envie de voir le film en entier et toute la série parce qu'on est sur une série. Alors tu es le réalisateur avec ta société de production qui s'appelle Black Road Productions. Tu as aussi contribué au scénario. Mais raconte-nous peut-être avant comment est-ce que tu es arrivé dans cette aventure. Qu'est-ce qui t'a amené à rencontrer Sabeco ? Eh bien, Frédéric, ça fait maintenant depuis environ 6 mois, 8 mois qu'on travaille sur ce projet avec Sabeco et Semeur de Talent surtout. C'est à la création de cette association que Samuel est venu nous trouver. On a échangé, on a longuement parlé de ce projet qui, pour nous, avait beaucoup de sens car on était au-delà d'un simple documentaire, de ce qu'on avait l'habitude de faire, mais avec un projet aussi ambitieux, il fallait qu'on puisse s'organiser, prendre du temps et réfléchir à un format qui en valait la peine. Qui parle aussi au public, c'est-à-dire que Samuel nous disait, voilà, c'est aussi pour la jeune génération au sens large, pour ceux qui se cherchent. Donc tu es vraiment rentré dans l'esprit de ce qui se fait aujourd'hui sur les internets, dans les réseaux sociaux, et donc tu as arrêté ton choix sur ce qu'on appelle un docu-fiction. Qu'est-ce que c'est qu'une série docu-fiction ? La série docu-fiction, en gros, c'est une série documentaire, comme on peut en voir. Celle-ci fera donc 7 épisodes de 26 minutes,
à la différence qu'il y aura un acteur qui lui incarnera un personnage qui va aller à la rencontre de ses apprentis. Ces apprentis sont ces apprentis sont de vrais apprentis. Ils sont vraiment chez Sabeco. Ils ont tous les jours leur propre rôle. Exactement. Et ils ne le jouent pas. Peut-être qu'au début, avec les caméras, forcément, il y aura un peu de distance, mais on va tourner pendant 1 an, plusieurs jours par mois avec eux. Et donc, les caméras, ils vont les oublier et on sera au quotidien avec eux. Au quotidien, avec cet acteur qui incarnera cet apprenti, qui pourra leur donner la réplique. Ouais, c'est une sorte de prétexte un peu scénaristique pour avoir quelqu'un qui alors, est en reconversion, a envie de changer, sait bricoler, mais se dit je vais aller me former. Et s'il y a autant de numéros, c'est parce qu'en fait, tu vas suivre des vrais apprentis depuis la rentrée jusqu'à l'obtention de leur diplôme. C'est ça l'idée? Exactement. On est dans le réel, on est sur une année scolaire. Le tournage se fera de manière chronologique. Alors que quand on est en fiction, en général, on a le temps, on peut prendre des scènes, les tourner avant, faire des mélanges. Là, non. Là, on est dans le réel, on va suivre. Le tournage commence en septembre, à la rentrée scolaire, et ensuite, on va tourner tous les mois. Alors, pour raconter un peu ce tournage et ce personnage qui va les suivre, je vais te raconter une partie du synopsis, du scénario. C'est l'histoire de Stéphane. Stéphane, il a la quarantaine. Il est assureur. Un jour, un coup de fil de trop, où quelqu'un ne trouve pas de plombier. Il rentre chez lui, il est agacé. Il se dit qu'il a encore une vingtaine d'années à travailler et qu'il aimerait bien changer, être utile, pouvoir faire quelque chose de ses mains. Et en discutant avec des amis un soir, il se dit que lui, ce rôle de plombier, il va le prendre. Alors il se rend à la fédération du BTP, il se rend vers les acteurs qu'il connaît un peu, parce que dans le réseau des assureurs, on a 2-3 connaissances, et là on lui dit que malgré son master, il n'a pas le choix, hein. Il va devoir repasser un CAP. Et c'est à ce moment-là qu'il va arriver au centre de formation de chez Sabeco, et qu'on va le suivre pendant 1 an. Alors il ne va pas seulement être tous les jours avec les alternants, il va aussi aller poser des questions, parce qu'il s'interroge, ça fait plus de 20 ans qu'il a passé son bac et il voit qu'en fait l'apprentissage, oui, il y a eu des mesures politiques, oui, il y a eu des actions, mais au final, est-ce que ça a vraiment changé sur le terrain? Il n'en est pas sûr. Alors pour ça, il va aller poser des questions, missions locales, élus, dans les lycées, il va aller voir des experts du bâtiment, il va pouvoir rencontrer un nombre de personnes assez importantes à chaque épisode pour poser ces questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va à la fois découvrir la vérité, mais aussi on va comprendre l'écosystème, on va parler de tous les sujets de société, on parlait avec Samuel des enjeux de la marque employeur, on va parler de l'importance de l'apprentissage, puis on va rencontrer des vraies personnes et presque des vraies personnalités, parce qu'ils sont incroyables les gars là, qui vont être dans la série quand même. Ah, les jeunes les gars et les filles, puisqu'il y a des filles. Et oui, c'est pour ça qu'on dit les jeunes, parce que, et encore, il y a tout âge, parce que oui, il y a des jeunes qui sortent de quartiers prioritaires, il y a des jeunes migrants, il y a des femmes en reconversion. On a un public très large. Et alors, quand on arrive en apprentissage avec ces parcours-là, forcément, on a des personnalités très fortes. Et c'est là aussi que cette notion de documentaire, elle est importante. Il y a un vrai travail journalistique. Derrière, on a passé du temps avec eux pendant 1 an. Le scénariste, le matin, il est allé au dépôt à 6 heures pour aller avec eux en chantier. Ce qu'on ne voit pas toujours, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que quand on voit le résultat fini, on n'imagine pas tout ce que ça a impliqué, parce qu'un film, il est d'abord écrit. Il y a une histoire, on se documente, enfin, c'est un vrai gros travail. C'est ça qui t'intéressait aussi dans cette aventure, le côté un peu global de tout ça? Ah ben, carrément, c'était la partie, pour l'instant, qui nous a vraiment poussé et qui nous a encore plus motivés dans ce tournage. Plus on creusait, plus on cherchait, plus on avait envie de s'investir dans le projet. Pour créer le personnage de Stéphane, on a interviewé une trentaine de personnes qui étaient en reconversion, avec plein de métiers différents, que ce soit dans la plomberie ou non. Et on a créé ce personnage non pas de toutes pièces, mais de tous les échanges qu'on a eus. Les jeunes, on a passé des heures avec eux. Et petit à petit, on crée des liens qui vont nous permettre d'aller encore plus dans le réel pour cette série. Alors, dernier point, parce que ça aussi c'est important et tu ne le dis pas forcément, mais c'est vrai que sur les internets, on voit parfois des séries, on a des formats de ce type, mais c'est, j'allais dire, un peu la première fois que sur ces sujets-là, on monte une aussi grosse machine avec l'ambition de le diffuser à la télé, parce que c'est ça l'idée derrière du grand public aussi. Exactement. C'est une ambition nationale. On veut, et on est en train de négocier avec des chaînes nationales.
des séries sur YouTube, des séries au JT, au 13h15 de France 2, on en a vu. Où on va faire du reportage, on va passer du temps avec les artisans, on va passer du temps avec les plombiers, on va passer du temps dans le BTP. Mais un projet ambitieux comme celui-ci, où on arrive à mêler la fiction et le documentaire et à toucher donc un plus grand nombre, eh bien, en effet, c'est la première fois. La première fois. Et c'est ça un peu l'objectif de cette aventure incroyable. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, nous raconter un peu les secrets de fabrication de tout ça et on va suivre avec beaucoup d'attention ce projet. Merci Frédéric.